clôturer cette série de vidéos sur les textures, je vais évidemment parler du displacement. Donc dans cette vidéo, je parlerai du displacement, du vector displacement et du déformeur texture ici, quelque part ici, voilà. C'est trois systèmes qui vont cette fois utiliser une texture pour déformer une géométrie. Donc c'est un petit peu différent des autres types d'utilisation de textures. Alors, je vais commencer par le displacement qui est assez simple à mettre en place. Donc on a ici dans le shading group associé à notre matériau, on a un champ ici pour venir faire le displacement. Donc assez simplement, on va utiliser soit une image, soit une texture en niveau de gris qu'on va venir faire glisser dans notre champ ici. Alors elle va se connecter directement et éventuellement elle se connecte via l'alpha et c'est pas forcément ça qu'on veut. Donc si on a un file, on pourrait cocher alpha is luminance, mais ici je vais venir rechercher simplement pour la hauteur du displacement, je vais venir rechercher le canal rouge par exemple de ma texture en niveau de gris. Alors je vais venir vérifier tout de suite que j'ai corrigé la texture en RAW ici, donc si elle est en sRGB, je vais avoir, donc je l'ai connecté à une couleur d'émission ici pour qu'on voit bien, je vais avoir des noirs qui sont écrasés. L'utilisation de l'image ne sera pas correcte. Donc on se met bien dans un espace de couleur typiquement en RAW. Alors si vous utilisez des images, il y a évidemment quelques remarques à faire. Donc a priori, ce sera toujours mieux, même si j'utilise un JPEG, ce sera toujours mieux d'utiliser des textures float, donc des EXR, ou des textures PNG avec une profondeur suffisante pour ne pas avoir de défauts, avoir le moins de défauts possible dans l'image. Donc ça peut être vraiment les heightmaps, les textures qui sont parmi les plus sensibles, et donc EXR ou PNG 16 bits, c'est ce qui est préférable. Donc évidemment, notre texture ici, elle va s'appliquer correctement sur le plan. Ici, je vois que mon objet ici, avec son développement UV, on va avoir des coutures ici de la heightmap. Et évidemment, ça, on verra que ça risque de générer des problèmes. Il faudra être attentif à avoir des heightmaps continues autour des coutures d'UV, ça c'est assez évident. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les textures en elles-mêmes? On va avoir un displacement en fonction du niveau de gris, donc noir par exemple ne va pas se déplacer et blanc va se déplacer, ou inversement, on va voir ça. On pourrait également avoir des heightmaps qui vont enregistrer des déplacements qui dépassent la valeur de 1, donc ça il faudra absolument un format EXR. Donc ça peut arriver quand on génère des heightmaps depuis des modélisations, éventuellement on va se retrouver avec des valeurs qui dépassent la valeur de 1, donc ça il faudra être attentif à ce qu'on utilise comme texture. Alors on pourra bien entendu également utiliser des noise, donc ça va nous donner un résultat vraiment très intéressant, les displacements avec des noise. Donc ici j'ai un noise cellulaire, donc une autre texture en niveau de gris. Donc cette fois-ci, le noise va s'appliquer beaucoup plus librement sans les UV, étant donné qu'il s'agit d'une texture 3D. Donc ça c'est quelque chose qui sera intéressant notamment pour ce modèle-ci. A priori, voilà, pas grand-chose à dire de plus pour le moment en tout cas par rapport à ça, mais donc n'importe quelle texture en niveau de gris peut donner un résultat intéressant. Alors on entre maintenant dans le displacement ici, le node de displacement, et la première valeur que l'on va manipuler, c'est le scale. Donc le scale, on pourrait éventuellement régler la hauteur avec par exemple ici l'amplitude du noise, mais typiquement on va venir régler la hauteur avec le scale ici. Donc si je fais un displacement plus intense par exemple, je vais commencer à avoir plus de déplacement. Alors on peut commencer à remarquer, je vais l'augmenter même encore un peu plus, je vais le mettre à 4 par exemple. Je peux commencer à remarquer que j'ai quelques problèmes ici. J'ai l'impression que mes objets sont comme tronqués ici, et c'est effectivement le cas. Donc là il y a une histoire qui est liée à la bounding box. Donc a priori dans un premier temps le displacement ne va se faire que visuellement dans le cadre défini par la bounding box. Donc tout ce qui est déplacé au-delà de cette bounding box va être tronqué et ne va pas apparaître. Pour
arriver à le visualiser, ben, je vais devoir, typiquement, on peut mettre une valeur qui est similaire à la valeur du scale. On peut donc utiliser ce bound padding qui va donc nous permettre de voir les faces qui sont déplacées au-delà de cette bounding box. Alors le paramètre suivant ici, scalar zero value, va nous indiquer le niveau de gris qui n'est pas déplacé. C'est-à-dire que ici je suis sur 0, donc les valeurs de la texture noire ne vont pas déplacer mes sommets. Si je mets une valeur à 1, je vois que en fait j'ai un déplacement négatif vers l'intérieur, donc perpendiculairement au normal dans l'autre sens. Donc le niveau blanc n'est pas modifié et le niveau noir cette fois est déplacé avec multiplié toujours par ce scale inversément. Donc si je mets une valeur intermédiaire, le niveau par exemple 0,5, le gris moyen n'est pas déplacé, donc j'ai certaines portions de ma forme qui sont déplacées vers le haut, d'autres qui sont déplacées vers le bas. Donc la valeur de 0,5 peut être intéressante pour garder les volumes relativement constants et ne pas se retrouver avec des déformations trop intenses. Alors je vais maintenant venir décocher cette case AutoBump pour vraiment comprendre un peu ce qui se passe. Et je vais venir dans mon mode wireframe ici pour essayer de comprendre que dans un premier temps, ma géométrie est déformée en fonction de la texture et cette case AutoBump en fait m'indique que Arnold va calculer la différence entre ce qu'il arrive à déplacer effectivement en fonction de la position des sommets, et puis sur chaque face il va venir rajouter une différence qui est en fait un simple bump. Donc quand je fais du displacement avec Arnold, c'est une combinaison de displacement, de déplacement effectif des surfaces, et suivi d'un léger bump qui vient donc compléter l'impression visuelle. Donc maintenant, je vais devoir venir au niveau des objets eux-mêmes et venir faire des subdivisions. Donc je suis dans la zone Arnold du Shape Node. Je rétracte les zones visibility export et je développe subdivision pour arriver ici, pour venir faire de la subdivision au moment du rendu avec une itération, deux itérations, etc. Donc plus je vais mettre d'itérations, plus je vais avoir de sommets qui vont se générer au moment du temps de rendu, au moment du rendu, pardon, et qui vont me permettre d'approcher au mieux la déformation que je veux réaliser, et toujours le reste va être compensé par le bump. Mais donc si je reviens en mode shading normal, ici mon displacement est beaucoup plus précis. On pourrait vraiment se demander, donc je vais prendre mon autre forme ici, s'il est nécessaire absolument d'augmenter toujours vraiment à des valeurs élevées le nombre de subdivisions, et on se rend compte en fait que le bump faisant le micro détail, il est intéressant de faire des subdivisions sans exagérer. Donc on va essayer de garder une densité de maillage relativement correcte pour ne pas augmenter trop le temps de rendu, et on va laisser faire le micro détail par l'autobump. Et donc vraiment important de bien comprendre que de fait si on veut avoir un displacement parfait, il faut mettre plein de subdivisions, mais que vraiment une utilisation très juste du displacement, c'est on a des objets qu'on a modélisés, on sait qu'on va de toute façon mettre un peu de smooth dessus, et qu'on voudrait mettre du bump, plutôt que de mettre du bump, c'est peut-être autant mettre le displacement sans spécialement aller au-delà de ce qu'on aurait mis comme subdivision normalement, et d'avoir vraiment effectivement les silhouettes, les déformations qui soient justes, et ce bump qui complète notre effet. Donc on va pouvoir utiliser ça par exemple pour faire évidemment des roches ou des surfaces un peu plus irrégulières de bois ou de tarmac, de neige ou de choses comme ça. Ça va vraiment très bien fonctionner. Le displacement typiquement fonctionne vraiment très bien avec tout ce qui est surface un peu plus organique, naturelle, irrégulière. Alors on peut observer aussi qu'on a une zone ici plus bas avec les trois paramètres qui reviennent. Donc ce que je peux faire, c'est décider
revenir à des valeurs neutres ici, désactiver même mon auto-bump, et venir pour un objet donné, donc je reviens dans son shape, je peux venir pour un objet donné décider de valeurs particulières qui sont propres à cet objet-là, et ajuster mes valeurs uniquement pour un des objets, activer l'autobump uniquement pour cet objet-là et pas pour d'autres objets. Donc je peux venir vraiment décider objet par objet ou pour tout le matériau de ces paramètres liés à l'autobump, au bump padding, à la hauteur et à la valeur neutre. Et on pourra même, avec l'autobump, aller un tout petit peu plus loin et décider si l'autobump que l'on active est interagit avec le matériau pour ses composantes spéculaires ou de transmission, ou seulement avec certaines. Donc on peut éventuellement trafiquer un petit peu les choses pour aller un peu plus loin ici. Alors je voudrais remontrer ici une petite fonctionnalité qu'on peut trouver dans l'outliner. Ici je crée un set que je pourrais évidemment renommer, qui contient donc plusieurs objets en même temps. Je vais venir ajouter des attributs. Je vais par exemple prendre tous les attributs liés au displacement ici et les attributs qui sont liés aux subdivisions ici. Donc je prends tout ce qui est lié aux subdiv, en tout cas ce qui me semble intéressant. Voilà. J'ai surtout besoin des itérations et du type. Donc je me retrouve ici avec tous ces attributs que j'ai choisis. Je pourrais évidemment en choisir d'autres qui vont me permettre d'activer pour tous mes objets simultanément la subdivision. Et je vais faire un petit update ici, voilà, pour qu'on voit les changements qui arrivent ici. Je peux activer mon autobump, changer par exemple la hauteur de mon displacement, le padding et la valeur par défaut par ici. Donc ici je suis en world, ce qui est intéressant, sinon j'aurais exactement le même displacement sur tous mes objets. Donc ici en mettant world, j'ai un displacement différent sur chacune des sphères, et donc voilà un moyen qui serait intéressant par exemple pour déformer de manière irrégulière toute une série de cailloux, faire de la neige, etc. Donc retenez vraiment cette possibilité de régler rapidement tous ces paramètres en même temps sur plusieurs objets grâce à l'utilisation des overrides, des attributs pour tous les objets qui sont contenus dans le set. Donc ça peut être intéressant vraiment aussi de revenir un petit peu sur les types de textures et ce que ça peut donc générer comme type de bump. Bon, alors tout d'abord on peut vraiment dire que ça peut aussi parfois être intéressant d'avoir des textures de displacement beaucoup plus douces et d'avoir simplement une déformation irrégulière sans avoir forcément beaucoup de détails. Donc le displacement peut comme ça rendre gentiment irrégulier des surfaces, casser un petit peu les réflexions spéculaires, ne fût-ce que sur une surface de verre, etc. Donc il n'y a pas forcément toujours besoin de beaucoup de détails. Il faudra être prudent quand on utilise des textures, par exemple le sel ici. Donc ça va, quand on a des textures avec des bords marqués comme ça, le nombre de subdivisions va évidemment être très influent. Donc il faudra, si je veux avoir des détails précis, que j'augmente vraiment très fort mon nombre de subdivisions pour vraiment voir apparaître les détails. Et dans ce genre de situation, l'autobump n'est pas forcément toujours très intéressant, mais je vais voir aussi que je vais presque systématiquement voir ce côté un peu crénelé sur les séparations. Donc voilà, c'est pas forcément toujours très intéressant ce type de texture très contrastée avec des lignes franches. Sinon d'autres types de noise vont donner des résultats vraiment très intéressants. Si je prends le overlay ici par exemple, et alors on peut aussi
revenir un petit peu ici et voir qu'on peut faire également des noise inversés. Donc si je me remets avec une valeur de 0,5, les valeurs négatives peuvent également être vraiment intéressantes et donner donc un résultat totalement différent parfois. Donc on peut vraiment jouer aussi sur des scales négatifs. Alors je vais maintenant parler d'un petit paramètre ici qu'on trouve dans les render settings. Donc c'est le frustum culling. Donc frustum, c'est ce qu'on, si je prends une caméra, c'est ce qu'on trouve ici. C'est le champ de vision, en fait, la pyramide du champ de vision de notre caméra dans notre scène. Donc on va avoir un petit comportement un peu particulier des subdivisions d'Arnold quand les objets, donc ici j'ai mes deux sphères qui sont visibles en réflexion sur un objet métallique. Je vais faire un update du rendu et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va changer très fort. C'est qu'en fait, quand les objets qui sont visibles dans une réflexion ne sont pas dans le champ de la caméra, si cette case est cochée, mais je les vois sans subdivision. Donc je vois, en fait, je n'arrive pas à avoir le displacement. Donc, je vais retrouver, en fait, pour mes objets hors du champ de vision, je vais retrouver des subdivisions qui sont celles d'origine ici dans la vue. Donc il faut que je fasse un update ici de ma scène pour retrouver dans mes réflexions les subdivisions. Alors ça c'est quelque chose qui est évidemment très intéressant si j'ai des réflexions qui sont floues, donc j'ai une notion des objets qui est suffisante dans les réflexions et ça suffit, et j'ai pas besoin de venir faire de subdivision, d'augmenter mon temps de rendu si mes objets ne sont pas vraiment visibles et s'ils n'importent pas vraiment dans ma scène. Si par contre, donc si je relance ici, si par contre mes réflexions miroirs me montrent vraiment que mes objets manquent de subdivision, ça commence à devenir un peu plus désagréable. Donc je pourrais soit de manière globale dans toute ma scène décocher ceci, ou augmenter le padding, c'est-à-dire rajouter une sorte d'espacement pour que les objets qui sont presque dans le champ de vision soient quand même visibles avec toutes leurs subdivisions. Donc ça c'est le padding du frustum culling. Je pourrais également, objet par objet, donc il faudrait que je vienne resélectionner tel ou tel objet, venir cocher, je pourrais venir cocher Ignore Frustum Culling, qui fait que pour cet objet-là, dont les déformations par displacement sont vraiment fort visibles, pour cet objet-là, je vais ignorer ce Frustum Culling et donc avoir dans mes réflexions mon objet avec ses subdivisions. Ça augmente un petit peu le temps de rendu, mais si c'est nécessaire, il faut le faire. Alors on a également une autre possibilité qui consiste à venir utiliser le Bake Selected Geometry. Donc ceci va nous permettre de venir générer des exports en OBJ qu'on va pouvoir par la suite réimporter dans notre scène. Et donc ces nouveaux exports ici, donc ici j'ai fait les deux en même temps, mais je me retrouve donc avec deux géométries qui sont évidemment triangulées, mais qui ont adopté cette fois vraiment la forme de mon displacement. Donc je vais pouvoir par exemple utiliser dans des réseaux MASH ou des choses comme ça. Je pourrais, évidemment, j'ai perdu l'auto-bump, donc il faudrait que je rajoute éventuellement un peu de bump là-dessus pour avoir la micro-surface, le micro-détail de surface. Je pourrais également passer par des utilitaires comme le retopologize qui prend un certain temps, mais qui peut me régénérer une topologie simplifiée pour ces nouvelles formes. Donc j'aurais pu éventuellement aussi exporter avec une topologie déjà un peu plus légère pour juste récupérer la forme générale de mon objet. Voilà, donc ici le retopologize est venu vraiment créer une topologie automatique en fonction des aspérités de mes nouvelles formes, et donc à une topologie qui est relativement bien adaptée. Donc ça fonctionne un peu comme le Z-Remesher.
Et donc on pourrait utiliser cette technique pour soit créer le maillage d'un sol qu'on a créé avec du displacement, et pouvoir disposer de ce sol pour animer un personnage qui marche sur le sol, ou pour créer des irrégularités dans des troncs d'arbres, des choses comme ça. Donc il y a vraiment plein de possibilités intéressantes avec ça. Alors je voudrais revenir 2 minutes sur les textures de noise. Si vous les utilisez en displacement, c'est vraiment l'occasion de rappeler ici l'importance du choix des coordonnées ici. Je vais montrer un exemple de ce que je veux dire. Imaginons que j'ai fait un rock et que je le déplace. Dès que je vais faire mon rendu d'une animation, je vais le voir ici avec l'update full scene. On voit que la texture de noise, comme elle a changé quand mon objet s'est déplacé dans la scène, j'étais avec un noise world ici, j'ai une autre texture de noise qui apparaît sur la surface et donc une autre déformation. Donc ça c'est vraiment une chose qui peut nous poser problème en animation. Alors ça pourrait nous poser problème éventuellement aussi, par exemple si je réutilise le cell noise par exemple dans un champ d'émission ou une couleur ou quoi, je vais avoir un peu de problème avec ça. Alors, je ferai juste une petite dernière parenthèse en disant que si vous utilisez par exemple des noise, soyez vraiment attentif aux paramètres que vous mettez ici. Donc ici, si je prends mon objet et que je le déplace par exemple, qu'il est censé être animé, je vais voir quand je fais mon rendu d'animation, je risque de voir des déformations. Je vais les voir ici quand je vais faire l'update full scene. Donc je vais voir que ma texture a glissé, en fait ma texture de noise a glissé en déplaçant mon objet, et donc j'ai une autre déformation. Donc ça peut être vraiment très désagréable, donc ça aurait été déjà un peu moins problématique en objet, vu que la texture aurait suivi l'objet, mais s'il est déformé, peut-être le pref aurait mieux fonctionné. Dans certains cas, il faudra même jusqu'à aller faire du rendu en texture, donc utiliser ceci pour obtenir une texture image, pour par exemple, si je voulais par exemple connecter à un autre endroit de mon shader en émission ou en couleur de quelque chose, si je voulais utiliser ma texture ailleurs, il me faudrait plutôt une image pour être sûr d'avoir le noise qui est situé, positionné par rapport aux UV et qui ne va cette fois plus bouger, avoir vraiment une correspondance indépendante du displacement. Voilà. Alors comme je le disais en début de vidéo, je vais maintenant voir deux autres possibilités qui sont un peu similaires au displacement, c'est le texture deformer et le vector displacement. Donc je vais commencer par le texture deformer. Donc ici il s'agit donc d'un déformeur qu'on vient placer au-dessus d'une géométrie, donc on est vraiment ici dans du travail Maya. Alors je viens choisir une texture ici, je dois absolument rester dans les textures ici du côté de Maya, donc soit un file, soit par exemple un noise, et je dois prendre typiquement des noise 2D. Je peux par contre les utiliser comme éventuellement comme projection, ou alors en utilisant les UV simplement comme texture. Donc je vais ici faire une texture en utilisant les UV. Donc j'ai un noise ici et je vais pouvoir utiliser ce noise pour directement faire mon displacement, et donc ma géométrie va être déplacée avec une certaine force ici en fonction de cette texture Maya, et je vais donc pouvoir éventuellement décaler la hauteur, changer la hauteur, voire l'animer. Je vais pouvoir faire toutes sortes de choses. Je peux donc éventuellement choisir d'orienter ma déformation. Donc je pourrais ici choisir par exemple une déformation horizontale, ce qui peut éventuellement être intéressant. Voilà, donc je pourrais augmenter plus ou moins, donc je peux aussi faire des déformations qui ne sont pas orientées perpendiculairement à la surface. Ça peut avoir son intérêt. Je vais montrer, donc je ne vais pas rentrer vraiment fort dans les détails de cette technique-ci, mais juste montrer un exemple d'une chose que j'ai expérimenté avec un étudiant. Donc ici, si je prends la surface ici, je vais directement animer
C'est une surface qui, à l'aide de plusieurs textures déformeurs, donc je crois qu'il y en a 3 ou 4, est déplacée horizontalement, verticalement, et parfois en utilisant des textures qui sont liées à la surface, c'est-à-dire des textures en UV, et parfois des textures qui sont liées à l'espace, c'est-à-dire des textures projetées dans l'espace. Voilà, donc, pour montrer qu'on peut aller relativement loin avec ce genre de technique et obtenir des résultats vraiment très intéressants. Donc je vais montrer maintenant comment créer du vector displacement. Donc je dois venir créer ici un AI vector map. Donc assez simplement, je vais connecter une texture de vector displacement qui doit être générée a priori dans un autre programme comme par exemple ZBrush. Cette texture, elle va contenir du noir là où mes points ne doivent pas être déplacés. Et au lieu d'avoir un niveau de gris ou une hauteur en noir et blanc, je vais avoir cette fois un déplacement qui pourra être dans une autre direction, je vais donc enregistrer le déplacement XYZ dans les coordonnées RGB de la texture. Donc je dois absolument pour ce type de texture avoir de l'EXR avec des précisions float, parce qu'elles vont enregistrer des déplacements qui seront peut-être parfois au-delà de 1, et on a besoin d'une précision ici, donc on veut vraiment un format float EXR. Donc quand je charge ma texture, je vérifie bien qu'elle est comprise comme des données et pas comme des couleurs. Donc je mets une texture en RAW ici, l'espace pour avoir le RGB qui est traité comme des valeurs brutes, des valeurs numériques. Alors je viens connecter mon champ de couleur à input ici de mon vector map, et puis je me connecte au displacement. Donc rien de très compliqué ici. Alors il faut changer ceci en XZY, et on va pouvoir, en commençant à changer le scale ici, voir du displacement. Donc avec un peu de chance, la valeur de scale de 1 fonctionnait. Ici, c'était pas le cas. Alors ce que je remarque, c'est que comme avec le displacement classique, je suis en train de chercher mon debug shading, voilà. Donc comme avec mon displacement classique, je vois que mes sommets se déplacent, mais il faut absolument que je subdivise de nouveau ma surface. Donc au fur et à mesure que je subdivise ma surface, je vois que j'ai une précision de plus en plus juste pour les déplacements de mes points. Donc ici, en testant un peu, la valeur qui était correcte, c'était 10. Voilà, et donc je vois que cette fois, j'ai vraiment des déplacements de mes points. Donc si je viens diminuer progressivement ma valeur, je vois que c'est vraiment un déplacement progressif de mes points, et cette fois qui se déplace pas seulement verticalement, mais également dans d'autres directions. Voilà, donc cette technique, elle est plus utilisée notamment dans ZBrush, où on va pouvoir enregistrer dans des petites images comme ça des déformations qu'on pourra venir réinsérer à coup de brush, de vector brush quand on fait de la sculpture dans ZBrush. Donc on utilise peut-être un peu moins ça directement dans Maya. Donc ceci conclut toute la série des vidéos sur les UV et les textures. Donc évidemment, je pourrais encore faire plein de vidéos avec plein d'exemples, mais je pense qu'il y a déjà pas mal. Donc voilà, ceci est la fin.